Les agriculteurs nous envoient un message diffus, fragmenté par le prisme déformant des médias, de leurs commentateurs, des individualités fortes qui s'en emparent évidemment, des analystes qui font autorité, et tout ça se mélange dans une sorte de chaos sémantique, un verbiage incessant qui nous détourne peut-être de l'essentiel. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de partager là-dessus. Parce que le point de vue, en fin de compte, le plus important et par contraste, c'est celui des nihilistes et des résignés qui disent tout du problème français et de la médiocrité de l'époque dont il me semble enfin entrevoir la cause profonde. Restez avec moi. C'est juste à vrai dire qu'une proportion grandissante et pour le coup inquiétante de notre peuple n'a plus foi en rien. Nous l'avons habitué à ce que tout soit désacralisé. Je crois même que par tactique sournoise, ce même peuple a été méthodiquement désorienté par privation systématique de ses propres repères, notamment de ses repères éthiques, submergés pour mieux les confisquer par le salmigondi incessant de la moraline exhibitionniste. Et donc une immense partie de l'audience reste engoncée dans sa poisseuse résignation. Rien ne changera, vous verrez, annonce-t-il. Et le pire, c'est que c'est pas ça le véritable problème, parce qu'avoir foi en quelque chose, c'est aussi en soi un cliché, vous savez, un de ces dictates narcissisants de l'époque, soumis à une contrainte de performance. Or, pas besoin d'avoir la foi, en tout cas pas cette foi-là, si pour être sincère, elle doit être conditionnée par des résultats dignes, qu'on veuille bien s'y investir. Pas besoin de cette foi-là, si pour fonctionner, il lui faut entrevoir une solution pragmatique et enviable dans tous les domaines. Pas besoin de cette foi-là, celle qui fait bien sur Instagram si elle répond aux contraintes de l'égo-valorisation, pour donner un sens à un combat, vous me suivez? Et encore moins à celui dont nous parlons ici. Alors, je m'explique un peu mieux. Et vous allez, je l'espère, comprendre ce que ce sujet a, me semble-t-il, d'essentiel et peut-être même de vital à l'aune de cette crise paysanne. Parce que les paysans nous aident enfin à formuler ce qui nous échappait. À savoir que l'imagerie bobo populaire les présentait frustes et ringards, alors que ce monde qu'on croyait éteint n'a de cesse de fournir des personnalités lumineuses et lucides qui en imposent, franchement. On les imaginait courbant les chines, soumis à des petits spectacles dans lesquels ils nous montrent leur candeur divertissante, alors qu'en fait, leur charisme crève souvent l'écran. On les croyait dénués du sens des mots, on les découvre éloquents. Peut-être qu'ils ne savent peut-être pas tout et sur ce terrain ne pratiquent aucunement la rhétorique des sachants, mais ils ont toutes les clés pour comprendre la vision d'ensemble et ils captent très bien l'évolution du monde. Ils sont dans une écrasante proportion l'incarnation du dénuement et cela n'enlève pourtant rien à leur courage et à leur détermination, bien au contraire. Ils ont été broyés par la machine administrative vexatoire, eh bien ils sont maintenant dans le sursaut du refus et de la juste indignation. On pensait, non sans quelque condescendance, pouvoir flatter le fameux bon sens paysan, vous savez, quelques mesurettes de circonstances, mais ils sont encore nombreux à garder l'œil rivé sur la liste rigoureuse de leurs revendications légitimes, et avec une remarquable résilience. Alors, je ne suis pas ici pour vous faire le coup de la réplique de Cyrano en vous disant que c'est bien plus beau quand c'est inutile, tout simplement parce que c'est à la fois beau et utile. Les agriculteurs en colère sont à vrai dire des paysans indignés. Commençons par ajuster, s'il vous plaît, ces éléments de langage pour d'évidentes raisons de profondeur du propos. Ce qu'ils défendent, c'est quoi? C'est notre honneur. La caste des rentiers compte sur l'impuissance et la résignation que des décennies de manipulation ont inculquées au peuple. Si vous dites « ça ne sert à rien », vous ne valez pas mieux que les obsédés du chiffre, que les tartuffes du progressisme qui réduisent tout à la portion congrue du résultat escompté. Il est des combats, chers amis, qu'on ne mène pas exclusivement pour leur issue, ce qui ne signifie évidemment pas qu'on les mène en les croyant perdus d'avance, mais que l'espoir, même quand il semble dérisoire face au gigantisme et à la sournoiserie de l'oppression, n'y est pas une faiblesse naïve. Non, l'esprit de combativité, c'est le supplément d'âme qui permet de ne jamais perdre. Ce qu'on ne veut pas perdre, ce n'est pas seulement cette bataille d'ordre social, à tout le moins légitime, bien sûr, mais c'est notre dignité. Les paysans incarnent actuellement ce qu'il subsiste de notre fierté. Alors peut-être essuieront-ils un revers administratif, peut-être seront-ils repoussés, sacrifiés, mais c'est le propre de ces administrations que de rabaisser, d'étouffer, d'émasculer l'initiative. Aussi cela doit-il être de notre ressort, de notre essence, que de préserver cette vitalité dont ils veulent nous priver.
que leurs victoires soient mesquines et nos défaites honorables. Leurs fins de non-recevoir sont une débâcle morale, mais nos causes restent dignes et même flamboyantes. Jamais un pouvoir cynique ne pourra les humilier si nous, citoyens, faisons par conséquent l'effort de croire avec eux. Croire, c'est déjà faire la moitié du combat, les amis. L'esprit de combativité est plus enrichissant que l'issue du combat, qui ne suffit pas à prouver comment nous l'avons emporté. Parce que, bien sûr, le jeu est souvent truqué. Certains gagnent à tous les coups parce qu'ils ont corrompu l'arbitre et soudoyé l'équipe adverse. En quoi leur victoire est-elle si vertueuse? Mais si le match est souvent truqué, c'est parce que trop d'entre nous ricanent tristement par désespérance. Je suis face à vous comme simple citoyen parce que j'ai entendu trop de mes pairs en arriver là, se complaire dans le sentiment d'un échec anticipé, se donner l'air d'une sorte de sachant désabusé qui refuse de céder aux sirènes de l'action condamnée parce qu'elle est naïve. Ce qui ressort de ces postures que j'ai bien observées et qui m'ont laissé sans voix ces derniers jours, c'est qu'à vrai dire, ils succombent à la phobie de la déception. Les phobies, c'est quoi? Les phobies ont pour moteur des traumatismes. La phobie, c'est quand on vrille, quand on s'écroule, quand on se défile à la seule idée de ressentir une émotion ou de revivre une situation. Le pouvoir fabrique des traumatismes psychiques depuis des décennies pour se prémunir de toute coalition à son encontre. Pour cela, il sensationnalise une parodie de débat démocratique pour mieux rincer vos attentes, il organise la division pour mieux vous épuiser, et il laisse dépérir vos espoirs en eau de boudin en les étouffant sournoisement et en actionnant l'assommoir des règlements complexes et des interdits castrateurs. Et pour vous empêcher de réfléchir, il détourne votre sens critique en lui infligeant un festival de dissonance cognitive à tel point, pour employer un langage terrien, bien de chez nous, que vous ne savez plus si vous chiez du poivre ou si vous pissez du vinaigre. Et c'est ainsi, par vos phobies préprogrammées, que les ingénieurs sociaux vous tiennent vraiment. Ils ont instillé en vous ce qu'ils appellent l'impuissance apprise. Et cette émasculation systématique est enrobée, bien sûr, du champ sémantique de la bienveillance et même, comble de l'insulte, de celui de la souveraineté individuelle et collective. Or voilà ce qui nous élève aujourd'hui, c'est l'observation de ces paysans qui n'ont pas été programmés. Pensez-y et demandez-vous pourquoi subsiste en eux cette capacité de sursaut. On ne programme efficacement que ceux qui ont été, préalablement, arrachés à ces notions élémentaires et consubstantielles de l'identité humaine qu'on s'efforce actuellement de flouter en les ringardisant. À commencer par la famille déstructurée, la patrie diabolisée, la transcendance collective fragmentée, l'héritage historique dont nous sommes dépossédés, la vie même réduite à un coût qui justifie qu'on l'empêche ou qu'on l'écourte. Et même, dirais-je, l'amour, réduit à la portion congrue d'une rencontre sous pression de la performance, parasitée par la psychose du genrisme. Alors, croyez-moi les amis, dans ce monde, l'espérance est peut-être bien un devoir. Le véritable choc civilisationnel qui est en cours là, c'est celui de l'exaltation désirante contre l'étouffoir, de l'inhibition craintive induite par ce système qui aliène les nôtres. C'est le choc des travailleurs sains contre la prédation vicieuse d'une caste oisive de rentiers corrompus, qui ces derniers temps n'a d'ailleurs réussi qu'à révéler son unique création, qui est aussi le socle de son idéologie, à savoir le narcissisme de classe. Chaque combat, peu importe son issue à vrai dire, compte par son cheminement. Ce n'est pas d'être arrivé où que ce soit qui fait l'homme, et qui va nous assurer de préserver notre âme, de nous rendre du cœur, de nous rétablir dans nos droits ou que sais-je encore. Non, c'est l'effort que nous décidons d'accomplir en ce sens qui reconstruit notre grandeur et notre sens du beau, du bon, du juste, de l'honneur. Le véritable échec n'est pas dans l'issue négative du combat quel qu'il soit. L'échec, c'est dans le refus d'engager la bataille par lassitude. Voilà pourquoi les puissants nous inculquent la résignation et exploitent comme autant d'armes cognitives les codes de la déconstruction qui nous dégonflent. Alors relevez la tête, bon sang. Cessez de ricaner en douce pour masquer votre phobie de vivre. Cessez de vous vautrer dans ces 3 mots qui balayent tout. À quoi bon? Et demandez-vous, plutôt, s'il vous plaît, comment vous rendre utile. Et si vous aviez des doutes, inspirez-vous de nos paysans. Ils ont des leçons de combativité à revendre. Voilà. Alors vive la France et faites le pari de l'intelligence collective.